Plusieurs générations d'hommes se sont succédés pour construire l'œuvre du règne de Mykérinos. Franck Monnier va nous aider à comprendre le chantier. Ce bloc, c'est un bloc de parement classique qui a été extirpé de la pyramide par les exploitants, par les carriers. Pour essayer de s'imaginer le travail effectué par les Égyptiens, il faut faire un exercice mathématique. D'après ses dimensions, il mesure grosso modo 2 mètres cubes. Donc 2 mètres cubes pour du granit, c'est environ 5 tonnes. Donc on n'est pas loin de 4 ou 5 tonnes ici. À cette époque où les Égyptiens ne connaissaient pas encore la roue, comment ont-ils fait pour déplacer de tels blocs? On sait que les Égyptiens, pour déplacer des gros blocs de pierre, utilisaient des traîneaux. Ça, on a beaucoup de représentations, de textes qui nous décrivent des traîneaux. Donc on posait ces blocs sur des traîneaux et on les tirait avec des cordes. Pour déplacer ces blocs de plusieurs tonnes, l'opération nécessite une main-d'œuvre importante. Il fallait environ un homme pour tracter en moyenne 300 à 400 kilos. Donc là, ici, on a 4 ou 5 tonnes, mais il fallait 10 ou 15 hommes pour tracter ce gros bloc. Bouger un bloc sur du plat est déjà un exploit. La particularité de cette pyramide, c'est que tout est en sous-sol. Les Égyptiens ont fait face à un véritable casse-tête. Il faut s'imaginer la difficulté à l'intérieur de la pyramide. Vous avez une descendrie très étroite, donc il a fallu manipuler des blocs pesant jusqu'à 7 ou 8 tonnes. Pour la première fois, Franck Monnier va entrer dans la pyramide et mettre en pratique son explication. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Quand on voit la taille minuscule de ce couloir, la section vraiment très exiguë de cette descendrie, on se demande vraiment quelle était la technique employée. Comment ils ont pu maîtriser la descente de masse aussi extraordinaire. Après avoir analysé la structure, Franck Monnier a une explication sur l'acheminement des blocs dans ce boyau. En bénéficiant de la pente et du sol très glissant qui avait été aménagé spécialement pour pouvoir faire transiter ces blocs. C'est-à-dire que finalement, on a 7-8 tonnes qui doivent être maîtrisées, mais de l'extérieur, par des dizaines d'ouvriers qui, avec des cordages, le laissaient descendre petit à petit au fur et à mesure pour arriver jusqu'au couloir horizontal. La manœuvre devait être maîtrisée sur 33 mètres. C'est vraiment un défi auquel ils ont su répondre, et un défi vraiment fantastique. Ce défi ne s'arrête pas là. Les ouvriers ont dû faire preuve d'intelligence pour acheminer des blocs encore plus bas. Les Égyptiens étaient ingénieux et ils ne reculaient devant rien. Ils ne reculaient devant aucun défi. À chaque fois, ils trouvaient un moyen, peut-être simple, mais ils trouvaient toujours un moyen d'y répondre. Dans cette première chambre abandonnée, Franck Monnier peut constater de lui-même les traces, les indices laissés par les bâtisseurs des pyramides. Le caractère complètement unique de cette chambre, ce sont ces grosses encoches qu'on voit ici dans les murs, placées en vis-à-vis, voilà. S'il y a une encoche dans ce mur-là, il y en a une qui lui fait face. Cette chambre abandonnée a été un espace de travail capital pour la construction des appartements funéraires du roi. On a des encoches un peu partout dans cette pièce, de larges encoches, voilà, circulaires. Vous voyez, je peux mettre mon bras dedans, elles sont assez profondes, font plus de 30 cm de diamètre, voire 40. Ces cavités creusées à même la roche avaient une fonction particulière. Ce sont tout simplement des traces laissées par les constructeurs sur leur méthode de construction. Voilà, c'est absolument unique, on ne voit ça nulle part ailleurs. Grâce au scan 3D effectué par nos équipes, Franck Monnier peut analyser ces marques depuis un ordinateur. Le scan met très bien en évidence la présence des encoches circulaires. Alors si je tourne comme ça, des encoches qui ont été pratiquées dans les murs latéraux de cette chambre abandonnée. Donc on les voit en vis-à-vis, il y en a un là et un là. Et de l'autre côté, on les observe également. Le logiciel permet d'avoir une vue d'ensemble de l'intérieur de la pièce et de mieux comprendre l'utilité de ces cavités. Ces encoches ont permis d'accueillir les fameuses poutres de manœuvre, les poutres, les rondins, avec lesquels, avec des cordages, on a pu manipuler les chevrons, mais aussi la descente du sarcophage. Ces poutres servaient certainement de support à des cordes pour soulever les blocs et les faire transiter vers la pièce maîtresse de la pyramide, celle qui a accueilli la dépouille du roi. Meredith Brand découvre la chambre pour la première fois. C'est magnifique.
C'est la véritable chambre funéraire. C'est là que le sarcophage aurait été retrouvé. Cette pièce est si joliment finie avec du granit. Et quand j'éclaire, vous pouvez voir que ça brille un peu. C'est une pierre qui a une signification spéciale pour le soleil. On remarque aussi des graffitis laissés par les précédents explorateurs. Et cette voûte, c'est vraiment beau et très rare dans une pyramide d'avoir une voûte sculptée dans du granit. Le travail accompli par les Égyptiens est exceptionnel. Il l'est d'autant plus quand on imagine les conditions dans lesquelles les ouvriers ont travaillé. C'est vraiment un tout petit espace, étroit. Je ne peux pas imaginer ce que c'était pour les travailleurs de descendre tout en bas dans cet espace. C'est serré, il n'y a pas d'air. Il n'y avait pas d'autre lumière que quelques bougies ou des lampes à huile. C'est tout. Grâce au scan 3D, Franck Monnier peut constater l'exploit réalisé par les équipes du chantier royal. On va mesurer la profondeur des aménagements souterrains. Donc, si on prend comme point de départ la base de la pyramide, donc située au niveau du sol, et qu'on prend le point le plus bas des niches ici, on est à environ 17-18 mètres. Ils ont creusé 18 mètres sous terre. C'est la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Les Égyptiens ont dû creuser des aménagements funéraires relativement bas quand même, 17-18 mètres sous le niveau du sol, et manipuler de lourds blocs dans des espaces très exigus. Ce sont des difficultés qui se sont ajoutées aux difficultés. Déjà, nous, en tant que visiteurs, on a des difficultés à progresser dans les appartements funéraires. Imaginez un peu les ouvriers qui ont dû mettre en place ces blocs de plusieurs tonnes. Ça a dû être infernal. Tailler, marteler les pierres, tirer, traîner, enlever. Ça devait être très difficile, très dur, à la fois pour les gens qui ont construit cet espace et pour les pilleurs qui sont venus par la suite pour creuser leur chemin, et ensuite pour tous les explorateurs qui sont venus. C'est un endroit où les gens ont vraiment fait un travail éreintant. Contrairement aux idées reçues, les ouvriers qui ont construit à la sueur de leur front les pyramides de Gizeh n'étaient pas des esclaves. L'archéologue Mark Lehner fouille depuis plusieurs décennies le plateau de Gizeh. Il cherche des indices pour mieux comprendre comment les Égyptiens ont réussi à construire de tels mastodontes. Au pied du plateau de Gizeh, il y avait une ville entière. Même aujourd'hui, la ville moderne est revenue à Gizeh et s'étend sur les rives du plateau. Les villes ont commencé ici à cause des pyramides. Dans cette cité endormie sous le sable, Mark Lehner a pu reconstituer ce à quoi devaient ressembler les conditions de vie des ouvriers. Nous savons qu'ils venaient du village pour travailler et qu'ils avaient un régime alimentaire vraiment riche en protéines et en glucides. Car nous avons trouvé des dizaines de boulangeries pour faire d'énormes miches de pain dans des pots spéciaux. Ces fouilles ont montré que ces gens étaient approvisionnés en quantité considérable de nourriture. Beaucoup de viande, de protéines, une tonne de bétail. Ils avaient du poisson, du pain, de la bière. Ils avaient beaucoup de choses. Et ils vivaient une existence assez confortable. Ça ne semblait pas être du travail forcé ou quelque chose de terrible. Mais même avec une bonne nourriture et des soins médicaux, le travail devait être épuisant et difficile.